conservateur aux collections historiques au Centre Pompidou. Et avant, j'ai dirigé le service cinéma, donc les collections de films, toujours dans le même département. Et ensuite, je suis parti diriger un projet muséographique à Monaco pendant 5 ans, de 2003 à 2008. Et donc je suis revenu ensuite à la maison mère et quelques mois après, on m'a confié ce projet. J'avais effectivement monté d'autres projets d'exposition et au Centre Pompidou et à l'extérieur du Centre Pompidou. Parmi les expositions que j'avais fait une exposition consacrée à Michael Snow. J'ai fait le co-commissariat de l'exposition sur les années pop en 2001, qui était la grande exposition pluridisciplinaire sur justement la période des années 50-60. Et puis, en dehors du Centre Pompidou, j'ai aussi fait une monographie consacrée à Kees van Dongen en 2008. Alors, je ne peux pas incarner la volonté de faire une exposition Armand, puisqu'en fait, ce sont des décisions qui relèvent de la direction du Centre Pompidou, qui a déjà consacré un certain nombre de monographies aux grands acteurs du nouveau réalisme. Dans la période assez récente, il y a eu une exposition consacrée à Yves Klein et une autre consacrée à Villeglé. Et c'était assez logique qu'à un moment ou à un autre, et après la disparition d'Armand, qui est intervenue en 2005, qu'on lui consacre enfin la rétrospective que beaucoup de gens attendaient. C'est pas tout à fait ça. Non, non, c'est pas tout à fait ça. Armand, en fait, rêvait d'avoir une exposition au Centre Pompidou, et puis cette exposition ne venait pas au moment où il l'avait souhaité, et par conséquent, effectivement, il devait, pour faire amende honorable, dire que finalement l'institution ne l'intéressait pas, ce qui est, je pense, totalement contraire. C'est quelqu'un qui attendait évidemment une grande reconnaissance institutionnelle, qui est venue, bon, après sa mort, mais ça, ce sont les aléas de la vie et de la vie des institutions. Donc, l'exposition avait la prétention tout d'abord d'être une rétrospective, donc d'embrasser toute la carrière d'Armand, toutes les périodes d'Armand. C'est quand même quelqu'un qui a travaillé sur un demi-siècle. On a réussi à montrer 120 pièces, donc ce qui est quand même un choix assez important. Et ce choix de 120 pièces a été en fait ordonné, enfin mis dans un ordre qui n'est pas du tout un ordre chronologique, mais qui sont plutôt des grandes problématiques qui traversent l'œuvre d'Armand et qu'on peut retrouver à tous les moments de sa carrière. Par exemple, la problématique de l'accumulation, c'est-à-dire de la répétition d'un même objet, c'est une chose qu'on trouve dans les années 60, mais qu'on peut trouver aussi dans les années 2000. Donc l'exposition est vraiment articulée en 7 sections thématiques transhistoriques. Je crois qu'il est dans le jeu d'esprit, dans le jeu de mots, vous l'avez vu avec tous ces titres, et qu'il est dans le combat pour ce qui concerne la réalisation de ses œuvres, la direction de sa carrière. Je pense que c'était un combattant, c'est quelqu'un qui venait des arts martiaux, donc qui avait pratiqué ça du point de vue sportif, et c'était pour lui une sorte de viatique. Les arts martiaux ont toujours été une sorte de viatique pour son travail. À cela, j'ajouterais que c'était un joueur de Go, donc quelqu'un aussi qui était capable de préparer, qui était capable d'analyser d'analyser ce que pouvait être son propre territoire, par exemple en termes de carrière. Et donc pour revenir plus précisément à votre question, je crois que la violence était assez innée chez lui, quand même, une certaine violence, oui. Il était, on m'a raconté par exemple que chez lui, il tirait au pistolet, chez lui dans l'appartement, où on le voit, où il joue aux fléchettes. Mais l'usage par exemple des armes à feu est une chose qui lui était assez familière. Hein. Et
je crois qu'il y a même eu des incidents, enfin, parce qu'évidemment, il pratiquait le tir dans un appartement privé où circulaient d'autres personnes. Et je crois qu'il a eu quelques soucis. Donc il y avait une violence, c'est certain, ouais, qui s'est traduite ensuite dans un geste artistique, mais il y avait une violence, je pense, en lui qui était assez marquée. On ne sait pas bien ce qu'est un artiste subversif aujourd'hui, finalement. Ce qui est certain, c'est qu'il il a initié de grands gestes artistiques. La question, par exemple, la question des poubelles, la question du détritus, de la pourriture, qui sont des thèmes quand même largement tabous, dont il n'est pas... il y a eu des précédents avant Armand, hein. Je veux dire, les surréalistes ont beaucoup travaillé sur cette question-là, question de la mort, de la décomposition de la matière vivante, enfin bon, par exemple Dali a beaucoup travaillé cette question-là, mais c'est toujours de toute façon une chose assez taboue. Et ce tabou-là, il l'a relevé quand même à la fin des années 50, début 60. Donc c'était quand même c'était un geste assez fort. De la même manière, il a su toujours jouer de ce rapport comme ça, très ambigu justement, entre alors toujours dans les poubelles, enfin je ne veux pas parler que des poubelles, mais par exemple dans les poubelles, sur la question à la fois de la pourriture et de l'aseptisation des choses. C'est-à-dire que vous avez une grande poubelle organique avec cette matière qui se décompose quasiment sous vos yeux, donc qui est une chose innommable, invisible, abjecte, repoussante, qu'il donne à voir, et en même temps, tout ça est derrière et sans odeur, avec la distance du verre, du plexiglas, qui distancie les choses. Et ça me rappelle beaucoup, justement, dans la période contemporaine, par exemple, les coupes d'animaux de Damien Hirst, où justement, chez Damien Hirst, on a cette vache coupée en deux, comme ça, avec la violence même que ça représente. Et puis finalement, tout ça est évidemment toujours derrière un verre, hein, c'est-à-dire là encore aseptisé dans le formol et par le verre. Donc là, de ce point de vue-là, j'y vois vraiment je vois un précurseur de tout ça, hein, d'un art assez dérangeant, point de vue visuel, et qui joue de cette ambiguïté entre le côté aseptisé et le côté répugnant de la matière elle-même. Les colères aussi, les colères ont évidemment été des gestes assez iconoclastes, puisqu'on lui a souvent reproché ses colères comme étant parce qu'il cassait des instruments, parce que finalement il était accusé de vandalisme. Enfin, je veux dire, ça rejoignait évidemment des questions qui sont celles du vandalisme, et le vandalisme évidemment perçu comme quelque chose de très péjoratif, de très négatif, alors que lui justement donnait cette dimension positive finalement du vandalisme, puisque c'est au terme de ce processus de vandalisme qu'il crée une œuvre, donc il crée quelque chose qui est supérieur à l'objet de départ. Vous savez que Armand rencontre Duchamp à New York, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, et puis évidemment tous les artistes des années 60 sont fascinés par Duchamp et courent après Duchamp, vraiment. L'idée c'est de rencontrer ce mythe vivant qu'est Duchamp. Et alors il y a une kyrielle d'artistes qui peuvent raconter leur rencontre avec Marcel Duchamp, il y a de quoi écrire un livre, c'est assez intéressant. Bon, donc en ce qui concerne Armand, évidemment, il cherche parce que Duchamp avait toujours ce côté distancié, assez peu intéressé par l'art contemporain de l'époque. Donc Armand cherche un moyen d'exciter la curiosité de Duchamp. Et il est assez malin, et il comprend que c'est au travers des échecs qu'il va attirer son attention. Ce qu'effectivement il fait, c'est qu'il lui signale dans le cours de la discussion, il lâche un mot qui est un mot de jeu d'échecs, et Duchamp comprend que c'est un joueur d'échecs. Et à partir de là, finalement, c'est sous couvert de parties d'échecs
qu'il va rencontrer à plusieurs reprises Duchamp. Bon. Donc ça, c'est l'histoire. Et Duchamp, dans l'histoire, lui dit bon, c'est bien vos accumulations, mais vous allez faire ça toute votre vie. Et ils sont finalement aux antipodes, c'est-à-dire que le cynisme de Duchamp, dont vous parlez, Duchamp arrête à un moment donné de sa vie, il ne produit plus. Ou produit très peu, ou pas. Alors qu'Armand a toujours été dans la profusion de production. Je veux dire, il était dans une boulimie de production, il ne pouvait pas s'empêcher de produire. Duchamp était à l'inverse de ça. Je veux dire, Duchamp a très peu produit, et surtout toute une période de sa vie où il n'a pu travailler. Il joue aux échecs. Donc ils sont quand même extrêmement différents l'un de l'autre. Ils sont assez peu... Bon, on a souvent essayé de faire une filiation entre l'objet chez Duchamp, La Fontaine, et puis l'objet chez Armand, mais finalement, il y en a assez peu. Il y a beaucoup plus une filiation avec Picasso ou avec Kurt Schwitters qu'avec Duchamp.